Bonjour, je suis ravie d'être là parmi vous. Merci de m'avoir invitée. Ma communication s'articule en deux parties. Une partie introductive et mon témoignage. Lors de la journée internationale des droits des femmes, en mars dernier, j'ai communiqué sur mon histoire à travers un talk sur la force des fragilités, organisé par Regard Croisé by Aurélie Guénan, pour porter un message positif et attractif au sujet des droits humains et de la santé sexuelle. J'ai souhaité conduire une réflexion autour des notions de pitié et de relations interpersonnelles en fonction de notre éducation, de nos peurs, de nos préjugés, de nos valeurs et de notre histoire personnelle. Ainsi, j'aborde les sujets de la sexualité et de la parentalité à travers mon histoire. Mais avant ça, je me suis questionnée longuement. Suis-je si différente pour qu'on s'y intéresse? Le public est-il si mal informé pour avoir besoin d'en parler? Cette proposition de parler de moi allait-elle me faire défaut ou au contraire me faire du bien? Comment trouver les mots justes, simples et authentiques? Et est-ce que ma communication allait faire du bien aux autres aussi? Ce n'est pas si facile que ça de se raconter. C'est un défi de se dévoiler. Je l'avais déjà fait il y a 10 ans environ en passant dans l'émission Infrarouge sur France 3, dans le reportage consacré à la maternité et au handicap. Ce reportage a été un élément déclencheur pour ce qui allait suivre, pour ce que j'allais construire. Cet exercice reste néanmoins très ambivalent. D'un côté, pourquoi raconterais-je ma vie? Qui ça regarde, ma vie sentimentale, ma vie de mère et même ma vie sexuelle? Oui, parce qu'on me les pose ces questions-là. On me demande d'en parler sur des colloques. D'un autre côté, cela peut servir car il y a encore beaucoup trop de pitié, de préjugés, de maltraitance et de discrimination comme j'ai pu le constater sur le terrain et sur les réseaux sociaux auprès des personnes concernées. Alors comment aller vers le mieux? Eh bien en communiquant. Et qu'est-ce qui touche les gens? Les exemples, le concret, le témoignage. Ils humanisent le discours. Alors je me suis dit pourquoi pas, encore une fois. La difficulté, c'est de parler de soi pour atteindre des objectifs, pour emporter les gens, pour viser le témoignage presque universel. Beaucoup de femmes handicapées se retrouvent en moi, tandis que du côté des professionnels, ils s'éveillent davantage sur les sujets de la sexualité et de la parentalité des personnes en situation de handicap. Des sujets pas forcément tabous, mais difficiles à envisager. Ouais, on peut passer les diapositives. Quand on sait que 24% des personnes que j'ai pu interroger expliquent ne pas avoir reçu un accueil favorable de leurs proches à l'annonce de leur projet d'enfant, et quand on sait que les stéréotypes sont encore très présents, qu'il manque cruellement une formation et une sensibilisation auprès des différents professionnels qui gravitent autour du handicap. Je vous ai mis quelques chiffres par rapport à mes recherches. On peut passer les diapositives aussi. Certains disqualifient le parent d'emblée, tandis que d'autres font de l'hyperprésence. J'ai pu constater que la vision du handicap change aussi en fonction de la manière dont nous vivons notre handicap. Nous sommes vus différemment par rapport à ce qu'on donne à voir. Mon état d'esprit va changer le regard des gens. Je sais qu'il faut que je montre le meilleur de moi pour que les gens me voient moi. Au final, la société nous habitue tellement à nous dépasser, à prouver que nous sommes des femmes ou des hommes à part entière, qu'on s'habitue à cet exercice qui, somme toute, devient pernicieux. Et dans mon quotidien, je me dis aussi que j'ai juste envie d'être moi, tout simplement. C'est une des phrases de mon livre pour enfants. M'autoriser à dire que j'ai mal, que je suis fatiguée, que tout le monde m'en demande trop, que c'est dur et que la société a encore beaucoup de chemin à faire en faveur des personnes vivant avec un handicap. Elle a beaucoup à faire pour nous regarder de manière juste, sans pitié, sans nous considérer comme une leçon de vie, tout en étant bienveillant face à notre parcours qui peut être difficile. Moi, j'ai décidé d'être la plus bienveillante possible envers moi-même et de conscientiser la dualité du témoignage, autrement dit, de concilier mon besoin de vie privée avec mon envie de partager et de communiquer avec le public. Alors je vais vous raconter un petit peu de moi aujourd'hui à travers ce talk, en espérant faire résonner quelque chose en vous. Ma vie est comme celle d'un verre de cristal. Ça dépend d'où il tombe, de quelle hauteur, sur quel support. Il se brise sur le carreau, il ne se brise pas sur la moquette.
je vis en faisant attention à mon environnement. Je vis dans un piège de cristal. Le cristal est une sorte de verre noble et unique. Il est lumineux, dense et possède une sonorité particulière. La fragilité du cristal ne le rend pas faible, non, elle le rend délicat. À 4 ans, je suis une toute petite fille délicate qui dit quand on la touche, plus doucement s'il vous plaît. Une petite fille qui s'abîme souvent, pour un oui, pour un non, trop souvent d'ailleurs. Une double fracture tibia-péronée, c'est bizarre. Le diagnostic tombe, je suis atteinte d'une ostéogenèse imparfaite, c'est le nom savant de la maladie des os de verre. J'entends dans mes oreilles d'enfant, je suis imparfaite. Entre 5 et 11 ans, pas un an sans une fracture minimum. Tibia, péroné, pied, main, orteil. Je perds l'usage de la marche en CM2. Être plâtré, déplâtré, replâtré et de nouveau se fracturer encore, c'est la sonorité particulière de mon enfance. Entre 12 et 14 ans, d'imparfaite, je deviens invalide. Le haut de mon corps devient lourd, trop lourd pour mes jambes. Dès que je me lève, elle se casse. On m'opère pour me poser des broches, me permettant d'éviter les fractures déplacées et me laissant réespérer la marche, l'espoir d'être et de rester debout. À 15 ans, en rééducation, je retombe, je m'écroule, j'arrête le supplice. Je ne veux plus m'acharner, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Mes os ne supportent pas le poids de mon corps et cèdent à chaque fois dans des douleurs intenses. Je veux me construire en tant que femme assise, peu m'importe. On peut passer. Une femme assise restera toujours une femme debout. Aujourd'hui, à 37 ans, mon état est constant. Je n'ai plus de grosses fractures. Quelques petites blessures de temps à autre et surtout des douleurs. Tous les os de mon corps y sont passés, sauf peut-être ma tête et mes bras. J'ai arrêté de compter mes fractures à 40 environ. La momie à côté de moi, c'est une petite joueuse. Dans la vision de ma vie, j'ai une lecture de ce qui se passe dans l'évolution de mon corps. Mon corps est ma maison. Mon corps, je l'habite avec admiration et délicatesse. Ma force, c'est que je sais écouter mon corps, le respecter, l'observer, le ressentir. Je sais m'écouter tout entière. Je perçois les résonances, les regards, les injonctions des autres avec plus de sonorité. Et je vais partager avec vous une attitude qui me fragilise, la pitié. La pitié des autres sur moi. C'est une position haute. Elle me rabaisse, elle m'enfonce dans mon fauteuil, elle me met des bâtons dans les roues. Un jour, un homme m'a dit d'un air complaisant, « À votre place, je me suiciderais. » Cette phrase me blesse. J'aime ma vie et personne ne soupçonne quelles ressources nous avons en nous avant d'être face à une épreuve comme celle du handicap, par exemple. Un homme croisé au marché, après m'avoir longuement observé et sans tenir compte de la présence de mon fils à mes côtés, m'a dit d'un air désespéré, « Oh mon Dieu, mais quel gâchis !» Imparfaite, invalide, gâchis. Quand la pitié commence, l'amour finit. Je refuse les messages qui rabaissent. Je ne me soumets pas aux vérités admises. Je ne réponds plus car j'ai expérimenté le dicton « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Je me connecte à mon intériorité, je rentre dans ma maison et je me pose la question. À quoi crois-tu vraiment, Florence ? Je crois en mon bonheur, je crois en l'amour des gens, je crois en la compassion. Je suis une femme handicapée, oui, mais pas forcément en mauvaise santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et je suis d'un tempérament heureux. Alors je continue à vivre en me répétant « T'inquiète Florence, pas de pitié, ça roule ». Oui, ça roule, je suis épanouie. La vie m'a offert 2 magnifiques trésors, mes enfants. Théo, 11 ans et demi d'amour inconditionnel qui a fait de moi une maman. Odélia, ma merveilleuse fille de 2 ans et demi, tant attendue. Ce qui est normal chez n'importe qui est toujours étonnant, inspirant, voire dérangeant chez nous, les personnes vivant avec un handicap, les invalides. Ces doutes peuvent s'avérer fragilisants et même destructeurs s'ils s'ajoutent aux siens propres. Est-ce possible
d'être handicapée et mère de famille. Je n'avais jamais vu de femme enceinte dans un fauteuil roulant. Donc, vous pouvez avoir des rapports sexuels? Ton mari est courageux. Il est normal? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont eu envie de toi malgré le fauteuil? La découverte de la sexualité, je l'ai expérimentée à l'âge de toutes les jeunes filles. Sauf que pour moi, c'était en centre de rééducation. Et oui, même plâtré, on peut en faire des choses. J'ai rencontré des jeunes hommes accidentés de la vie, handicapés ou valides. Ils m'ont fait découvrir le bonheur de la séduction. J'ai compris que moi, l'imparfaite, l'invalide, le gâchis, je pouvais plaire, être désirée, aimer et être aimée. J'ai découvert que mon corps de douleur pouvait aussi devenir corps de plaisir. Grâce à mes partenaires et grâce à mon cheminement, je sais que séduire, c'est sourire à l'autre, c'est vivre dans le regard de l'autre. J'ai eu des histoires brèves, longues, intenses, douloureuses, belles. Je sais que la sexualité récréative est un révélateur de vie. C'est le rapport au corps, c'est s'aimer, c'est fantasmer et réaliser ses envies, c'est le consentement et ses limites, c'est le bien-être, se sentir homme, femme, en harmonie. La sexualité, c'est aussi un désir d'avenir heureux, c'est le désir d'enfant. Et être une maman handicapée est une maman avant tout. Être une maman handicapée est une adaptation au quotidien. Parfois, c'est un combat face à mon environnement et à certaines personnes. C'est un droit, une liberté, parfois empêchée. Alors, à ceux qui ont eu la bassesse de me dire qu'on aurait dû me ligaturer les trompes, je leur réponds que le sourire et l'énergie de vie de mes enfants ne trompent pas. Avec mon handicap, je me sens forte et je me sens fragile, comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. J'ai fait le choix de vivre consciemment et pleinement, de m'ouvrir à moi et de m'ouvrir à l'autre. Être handicapé est une singularité, c'est une spécificité qui parfois peut être un frein à certaines choses, mais qui trop souvent devient un frein parce que la société ne la prend pas en compte. Alors j'ai décidé de m'engager dans des valeurs humanistes pour défendre, pour la reconnaissance des besoins des parents handicapés. Alors aujourd'hui, j'écris des textes et un livre. J'interviens en tant que formatrice. J'accompagne celles et ceux qui ont besoin d'être guidés sur le chemin de l'épanouissement personnel, sexuel et du vivre ensemble. Et bien sûr, j'accompagne avec bienveillance les imparfaits invalides dans leur parcours de parentalité car je suis la fondatrice de l'association Handiparentalité. Mon concept de l'handiparentalité est devenu un mot commun. Il est devenu sujet dans les formations et dans les politiques sociales. J'en suis fière. Depuis 2010, nous les informons, nous leur parlons des astuces au quotidien, nous leur prêtons du matériel de puériculture. Accompagner, c'est faire quelques pas avec la personne. Heureusement qu'il s'agit d'une métaphore, sinon je serais bien embêtée. Quoi qu'il en soit, il s'agit de se soutenir les uns les autres, de suggérer, mais il ne s'agit pas de sauver, de faire à la place d'eux ou de décider pour. Avec nous, ils ne se sentent pas jugés et voient des modèles rassurants auxquels s'identifier. Entre pairs, nous avons une parole libre. Voilà, j'ai un master en histoire de l'art et bientôt, j'espère, un diplôme universitaire de personnes expertes en situation de handicap pour occuper des fonctions en qualité de médiateur en santé, éducatrice thérapeutique en santé, accompagnement en santé sexuelle et enseignant du DU-PESH avec Paris Diderot et la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. J'étais prédestinée à être prof d'art plastique. Aujourd'hui, je suis fière et heureuse d'être professeure en handiparentalité. C'est un métier rare, une place laissée vacante, une défaillance de notre système dont je fais mon expertise. En conclusion, je voudrais que vous vous rappeliez de moi en femme épanouie, en maman aimante, en citoyenne engagée. C'est ce regard que porte sur moi ma famille et mes proches. Ce regard singulier, il est doux comme la moquette. Il nourrit l'espoir que j'ai d'accomplir de grandes choses. Et quand je vois que récemment, Simone Veil et Jean d'Ormesson ont été honorés dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, je me dis que j'ai ma chance. Né valide ou né invalide, parfait ou imparfait, nous finirons tous pareils, tous poussière. Alors ne nous laissons pas enfermer dans le piège de cristal de la différence. L'amour, l'envie d'enfant, le plaisir de se sentir vivant sont les mêmes pour tous.
Je suis pareil à vous et c'est pour cette raison que pour moi aussi, tout roule. Merci. Si vous permettez, donc, Florence fait partie de la première promotion d'un nouveau diplôme qu'on a créé, qui est actuellement, je pense, unique, en tout cas en Europe, peut-être dans le monde, qui sont les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui enseignent aux personnes en situation de handicap. C'est la philosophie de la chaire UNESCO de mettre au centre, à la fois dans la créativité, à la fois dans la gestion et l'animation, les publics cibles. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu fais partie de la première promotion de cet diplôme personne experte en situation de handicap, qui vient dans le même diplôme que vous connaissez peut-être, qui sont les patients experts, qui sont des diplômes qui ont été créés au CNAM, et notamment avec Catherine Tourette-Turgis, une collègue à moi depuis plus de 25 ans. Et donc, c'est avec elle que nous avons conçu, et Ingrid Géré, sur les droits humains, ce diplôme. Donc, merci. Elle a aussi reçu le prix de l'innovation, présidé par Arnaud Séven, qui est présent, si tu peux te lever, qui fait partie du comité exécutif de la chaire UNESCO. Merci pour cela et ce témoignage. Tu seras bien évidemment la future enseignante de la 2e année de ce diplôme, vraisemblablement.